Aux États-Unis, une vaste offensive contre les sciences et les scientifiques a été déclenchée par l'administration Trump dès son installation à la Maison-Blanche. Washington coupe à la tronçonneuse dans les budgets et dans les effectifs, ce qui entraîne le gel des programmes, l'abandon de projets ou encore la multiplication des censures et des interdictions. Avec nous pour en parler, la climatologue Françoise Vimeux. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Avant d'entendre votre parole, je vous propose de revenir sur la mobilisation qui a eu lieu il y a eu quelques jours, c'était vendredi précisément, avec des rassemblements un peu partout dans le monde, notamment en France et aux États-Unis. C'est un extrait d'un reportage signé Julie Valin. À quelques pas de la Maison-Blanche, ils sont plus d'1 millier à essayer de se faire entendre. Chercheurs, médecins, ingénieurs, étudiants. Ils dénoncent les coupes brutales de Donald Trump dans les financements de la recherche. Ou encore les licenciements de centaines d'employés dans des agences fédérales chargées d'étudier le climat ou la santé. Je suis vraiment très en colère et préoccupé parce que ça va affecter les patients américains. Tout ce qui vient de la recherche sur le cancer est essentiel chaque jour pour nous médecins et pour nos patients. Les protestations ne se déroulent pas seulement aux États-Unis. En France aussi, à Paris, devant la Sorbonne, plus d'1 millier de scientifiques viennent les soutenir. Il faut prendre en compte cette attaque aussi et résister ensemble contre cette attaque. Ces coupes dans les effectifs d'agences américaines de surveillance des épidémies ou de prévision météo commencent déjà à avoir des impacts concrets sur les scientifiques à travers le monde. Comment qualifiez-vous, François Vigneux, cette politique de Donald Trump contre la recherche ? Alors c'est une politique anti-science qu'on peut qualifier de massacre en fait. C'est toutes les sciences de la durabilité, c'est-à-dire la recherche qui vient en appui aux objectifs du développement durable, qui est torpillée à la fois, vous l'avez dit, par des licenciements, par des coupes budgétaires dans les programmes, et peut-être on va en reparler, par l'arrêt en fait d'observations de la Terre qui sont absolument essentielles pour les prévisions météorologiques. Comment, vous, en tant que scientifique, vous pourriez expliquer cela ? Ce sont les penchants climato-sceptiques assumés de Donald Trump, notamment ? Oui, clairement. On voit que dans les premières heures de la nouvelle administration américaine, il y a eu le retrait de l'accord de Paris, qui a été signé rapidement et avec beaucoup de fierté. Et évidemment, c'est le climato-scepticisme et le fait que finalement, les sciences du climat, ça ne sert pas les intérêts des énergies fossiles. Vous êtes en contact avec des confrères et des consoeurs à vous aux États-Unis ? Alors, on est en contact, je dirais oui et non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de scientifiques américains ne sont plus autorisés à échanger avec les scientifiques à l'international. Donc, on a tout de même des contacts par voie privée. Et il faut bien comprendre qu'ils se sentent bien sûr visés, mais particulièrement menacés. Et que donc, c'est notre devoir, en dehors des frontières américaines, de réagir pour eux, pour dire que la situation est vraiment catastrophique et leur venir aussi en soutien. Quel est le poids des chercheurs américains dans les recherches sur le climat ? Est-ce que ça va être une perte pour la connaissance mondiale ? Ah oui, alors en fait, dans les sciences climatiques, on estime qu'à peu près 25% des publications scientifiques sont menées par des équipes américaines ou bien des équipes américaines collaborent sur ces publications scientifiques. Donc quand on parle d'un quart de la recherche, c'est certain qu'elle ne pourra pas être compensée par les autres pays. Donc c'est vraiment une perte énorme. Et puis il n'y a pas que les publications scientifiques dans les sciences du climat, il y a tout ce qui est observation de la Terre, donc depuis l'espace, au sol, dans nos océans. Par exemple, dans l'océan Atlantique, environ 60% des observations océaniques sont gérées par les laboratoires, les agences américaines. Et si là il y a des coupes et des arrêts, ça va être dramatique pour les prévisions météorologiques mondiales, mais en particulier en Europe. Alors j'aimerais vous entendre aussi sur ce qui s'est passé à la NASA. On imagine que vous avez suivi un licenciement retentissant. Catherine Calvin, scientifique en chef de l'Agence spatiale américaine. D'abord peut-être une réaction sur cette éviction ?
Oui, alors ça fait partie en fait des disparitions de postes, des disparitions de fonctions sur des scientifiques éminents. En particulier, cette personne, elle est en charge du groupe 3 du GIEC qui s'intéresse à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a été coprésidente du GIEC, le groupe d'experts sur le climat des Nations Unies en 2022, nommée en 2022. Voilà, et en ce moment, elle participe à l'exercice du GIEC qui est en cours. Elle n'a pas eu l'autorisation d'aller à la dernière session plénière où se décidait la structure et l'agenda des prochains rapports. Et toute son équipe qui l'a supportée a été dissoute. Donc c'est extrêmement difficile pour elle. Donc elle perd ses fonctions. Je ne crois pas qu'elle ait perdu son salaire. Enfin, elle est toujours employée fédérale, mais elle n'a plus les moyens de travailler. Alors, il y a des collaborations scientifiques aussi qui sont affectées par ces attaques contre la science et les chercheurs, notamment à l'université de Louvain en Belgique. J'ai envie de vous dire, que faire? Est-ce que vous avez des actions que vous allez mener ces prochaines semaines, ces prochains mois? Il y a notamment ce mouvement Debout la science. Oui, alors Debout la science, c'est en fait un mouvement de soutien, aussi un mouvement, je dirais, qui a une visée d'information envers le grand public pour expliquer la situation, pour expliquer que les conséquences, elles ne vont pas rester dans les frontières américaines, mais que nous allons tous, d'une manière ou d'une autre, être touchés. Et là, je ne pense pas uniquement aux sciences du climat, je pense aussi à la recherche médicale. Sinon, sur les actions, on a parlé d'accueillir des chercheurs américains. Ça me semble quand même compliqué parce que la recherche française, elle a aussi ses propres problèmes. On avait eu il y a quelques années ce programme Make Our Planet Great Again qui a visé aussi à attirer des chercheurs américains. Ça avait été un demi-succès. Donc là, c'est compliqué. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'il y ait vraiment un sursaut, je dirais, localement aux États-Unis pour arrêter les dégâts. Est-ce que vous seriez prête, est-ce que vous proposez que la France, par exemple, votre pays en l'occurrence, accueille des scientifiques américains qui perdraient leur travail aux États-Unis? Oui, bien sûr. Nous, alors, on est tout à fait ouverts. Je pense que nous, les chercheurs, c'est notre quotidien de travailler en collaboration à l'international. Donc, la réponse, elle est évidemment, mais est-ce qu'il y a les moyens pour le faire? La recherche, c'est déjà un peu le parent pauvre en France, la recherche. Pardon ? C'est déjà un peu le parent pauvre, en effet, la recherche en France, contrairement d'ailleurs aux États-Unis, jusque-là. Oui, on subit une crise. Nos budgets ne sont pas en hausse. Tous nos budgets de 2025 n'ont pas été mis en place. Donc, il y a des soucis. Et pour accueillir de manière correcte les chercheurs américains, évidemment, il faut qu'il y ait les moyens derrière. Et donc ça, moi, je n'ai pas la réponse. Mais c'est un point vraiment saillant dont il faut s'occuper. Alors, il y a des scientifiques qui se voient donc interdits d'employer certains mots comme changement climatique, une expression, le mot genre ou encore diversité. Une réaction d'ailleurs, vous, scientifiques femmes, sur le questionnement aussi sur des thématiques comme celle-ci, le genre, la diversité. D'ailleurs, on parlait de la NASA, mais le bureau chargé de la diversité a lui aussi été touché. Oui, en fait, c'est à peine croyable. C'est-à-dire que même nous, chercheurs, quand on a entendu qu'il existait une liste de mots interdits avec des mots comme le mot femme, c'est à peine croyable et on a vraiment besoin... Le mot femme, dites-vous ? Oui, le mot femme est un mot, alors il y a des mots qui sont censurés, s'ils ne sont pas interdits, ils sont censurés, le mot genre, il y a beaucoup de mots de la langue courante qui ne peuvent plus apparaître dans les programmes de recherche. Pas forcément les programmes à venir, mais même les programmes en cours. C'est vraiment à peine croyable. Et ce qui est aussi difficile à croire, c'est la rapidité avec laquelle la situation a été menée. Il a suffi de quelques semaines pour finalement prendre des décisions dramatiques dans une démocratie. Quelles sont les prochaines actions que va mener le mouvement à votre connaissance ? Alors c'est une bonne question. Je sais que ce mouvement, il souhaite poursuivre. Au-delà de manifestations en fait publiques, ce mouvement, il appelle aussi les organismes de recherche européens à se positionner. C'est très important. L'ensemble des organismes de recherche français est venu en soutien de ce mouvement. Maintenant, c'est au niveau de l'Europe. Et donc ce mouvement, en fait, il appelle à des soutiens importants et forts des politiques. Est-ce que vous,
aujourd'hui, vous appelez, Françoise Vigneux, la France, le gouvernement français, à mettre davantage, c'est un vrai sujet dans la recherche, dans le contexte que l'on connaît. On sait que l'argument avancé outre-politique aux États-Unis, c'est de dire qu'il faut faire des économies. Elon Musk a dit tailler à la tronçonneuse, lui qui est en charge de l'efficacité gouvernementale. Que demandez-vous aujourd'hui au gouvernement français? Vous n'êtes pas syndicaliste, évidemment, mais vous qui êtes scientifique, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre les bouchées doubles en matière de financement de la science, de la recherche? Alors, sans parler forcément de financement, hein, je pense qu'il faut bien comprendre que la recherche scientifique, elle est extrêmement importante pour les sociétés humaines, hein, que ce soit le climat, que ce soit la recherche médicale. On voit bien que nous progressons avec la recherche. Et si cette recherche ne fonctionne pas, parce qu'il manque des moyens financiers, il manque des moyens humains, il manque des moyens techniques, eh bien on se dessine un avenir assez sombre. Donc c'est vraiment important qu'une part du PIB assez importante soit dédiée à la recherche scientifique et à l'innovation. Et je pense qu'un pays anti-science, un pays qui se prive de connaissances, c'est grave parce que c'est l'émergence de l'obscurantisme, c'est l'émergence de la désinformation. Et déjà aujourd'hui, hein, en France, on se bat contre la désinformation, on se bat pour expliquer que les faits scientifiques ne sont pas des opinions et qu'il faut différencier les faits, les opinions, et on voit que c'est difficile. Hein. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Françoise Vigneux. Je rappelle que vous êtes climatologue. Merci d'avoir été avec nous en direct ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde.